Audio Jungle. Bonjour chez vous, bienvenue chez vous. Oui, ici vous êtes chez vous. Alors pas de manière entre nous, étirez-vous en douceur, réveillez-vous calmement, savourez votre matinale, on s'occupe de tout. Et surtout, gardez cette belle habitude car ce sera ainsi du lundi au vendredi sur RTI 1 à partir de 5h55. N'est-ce pas Marco ? Ness, bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans le cadre bien sûr de ce rendez-vous matinal. Réveillez-vous parce que nous sommes là, le soleil se lève ici. Au sommaire bien sûr de ce rendez-vous, on va parler de droit, on va parler de monde du travail, on va parler bien sûr des fondamentaux de cette émission avec le journal, la gym et puis on commence dans quelques secondes seulement avec la titrologie. C'est parti. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Ce matin, plusieurs journaux reprennent les mots du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. C'est le cas de la Gazette qui dit, je cite, « En 2017, je m'engagerai à la réconciliation et au pardon ». Tout autre ton, à la une de LG Info, on pense que je suis fini, mais je vais rebondir. Autre information, à la une de l'éléphant déchaîné, qui nous apprend que des préfets de région sont moins gradés que les préfets de département. On va aussi voir la une de l'intelligent d'Abidjan qui vous invite sur les traces du doyen en âge et des plus jeunes députés dans cette nouvelle assemblée. Ça, c'est sur le plan national. Maintenant, sur le plan international, je vais vous présenter la une de plusieurs journaux européens au lendemain de l'attentat qui a frappé la Turquie. Le Daily News en Angleterre qui va apparaître, vous allez voir, soyez patients, a décidé de consacrer sa une à cet événement, ainsi que El País en Espagne. Le Soir, lui, parle d'un nouvel an dans la terreur qui a frappé donc la Turquie et Corriere della Sera en Italie. Il consacre aussi sa une. C'est tout pour les titres et je reviens tout à l'heure pour la revue de presse après le journal. Avec beaucoup de plaisir, Fatim DJ, merci pour votre présence et votre beau sourire tous les matins. Je suis sûre que ça égaye plus d'un téléspectateur. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'exercice tous les matins, eh bien, le coach Fabrice est là pour corriger cette vilaine manie. Des exercices simples, faciles à exécuter, mais très efficaces, qu'il nous proposera tous les matins. Alors, poussez les meubles, faites de la place, poussez la table basse. C'est parti, la gym. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Gym. Je suis Fab, votre coach. Aujourd'hui, nous allons travailler les triceps, comment faire pour avoir plus de muscles lorsqu'on est un homme, ou comment faire pour avoir des bras très toniques lorsqu'on est une femme et éviter la peau qui pendouille au niveau du triceps. Tout de suite, allons-y pour les échauffements. On y va directement avec la rotation des épaules. 3, 2, 1, allons-y. 1, 2, 3, 4, ok. Pendant que vous faites la rotation des épaules, veillez à garder les bras bien tendus. Ok, on va dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, ok. 1, 2, 3, 4. Veillez à ne pas tourner les poignets, mais plutôt à garder les bras bien tendus ou à ne pas les plier. Ok, vous devez sentir déjà la brûlure au niveau du trapèze. Ok, à cette partie. Allez, 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens une dernière fois. 2, 3, 4. Allez, on prend les haltères. Ok, on va faire le triceps curl. On garde les coudes bien pliés, les haltères dans le coude. Ok, et on tend les bras. 1, 2, 3, 4. Vous devez sentir que ça brûle déjà au niveau du triceps. 2, 3, 4. Pour bien réaliser le mouvement, regardez-moi. Il faudrait que les bras soient bien pliés et bien tendus à l'arrivée. Ok, encore un peu. Allez, un peu de courage. Ok, si vous n'avez pas d'haltère, aucun problème. Vous pouvez utiliser des bouteilles avec du sable à l'intérieur. Ok, et vous faites la même chose. Là, 1, 2, 3, 4. Ok, veillez à vous reposer un peu, à souffler pendant les séries. Vous en faites 3 comme ça de 20. Ok, allez encore un peu.
Ok. Allez, on peut souffler quelques secondes. Durant cette phase, vous vous concentrez directement sur votre récupération. Vous soufflez, vous respirez, vous vous détendez. Ok. Et puis allez, on repart. Messieurs, vous aussi, vous êtes concernés? Si vous avez des charges beaucoup plus lourdes, aucun problème. Ok. Même procédé, triceps curl, là. 1. On y va. 4, 5, 6. Ok, un peu de courage. Allez. C'est pour gagner du muscle au niveau du triceps. Ok. Allez, on souffle. On va passer à un autre exercice. Ok. Les quickbacks. Mesdames, toujours avec vos bouteilles à la maison. Ok. Allez, on se met là. Il faudrait que le dos soit bien droit. Ok. Et puis, allez, on part là. 1, 2, 3, 4. Ok. Encore. 2, il faudrait que le bras soit bien tendu. À chaque fois que vous tendez le bras, à chaque fois que le triceps est en extension, il travaille. Ok. Pour l'affiner, on change. Ok. Bras gauche. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Allez, on tend les bras pour les quickbacks. 3, 4. Il faut que les bras soient bien tendus. Plus les bras sont tendus, plus le triceps travaille. Ok. Allez, mesdames, messieurs, un peu de courage. Encore un peu. Allez, 5 encore. 4, 3, 2, 1. Encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va changer d'exercice. On va passer aux dips. Les dips, ce sont généralement des pompes qu'on appelle des dorsaux. Ok, on s'assoit sur un banc. Vous mettez les mains là, juste à côté du corps, des cuisses. Vous pouvez tendre les jambes si vous êtes expérimenté. Sinon, vous pouvez garder les jambes pliées et puis vous descendez les bras. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vous devez sentir toujours la brûlure au niveau du triceps parce que c'est un exercice qui isole bien le triceps. 2, 3, 4, 5. Messieurs, je vous conseille de tendre les jambes. 1, 2, 3, 4, 5. Encore un peu. 1, 2, 3, 4. Ok. Allez, on peut souffler. Pour terminer, ce sont des exercices que vous pouvez faire 3 fois par semaine, en début de journée ou en fin de journée. Il faudrait être assidu et persévérant pour qu'au bout de 3 semaines déjà, mesdames, vous sentiez que le bras commence à s'affiner et pour messieurs, que vous ayez le dessin du triceps là, comme vous le voyez. Moi, je vous dis, rendez-vous demain pour un autre numéro de gym. Allez, ciao! Merci au coach Fabrice. Franchement, le coach Fabrice a beaucoup d'aficionados. Hein. Quand il passe comme ça, il y a beaucoup de messages. Hein. Enfin, officiellement, c'est parce qu'il fait bien son travail. Mais officieusement, parce que franchement, c'est un bel homme. Là, les commentaires d'Eva, pendant qu'il passe. C'est vrai qu'il est très beau. Oui, ça me rend très jaloux. Justement, parlant de commentaires d'aficionados, vous êtes amoureuse? Oui, très. Amoureuse de qui? Amoureuse de la vie, on dira. Ça me rassure. Et si vous êtes comme Eva, amoureux de la vie, ça tombe bien. Voici votre horoscope amoureux. C'est maintenant, c'est parti. Bélier, si les conflits amoureux vous paraissent insolubles, gardez-vous de faire des reproches à votre partenaire, car il pourrait vous en vouloir. Il est parfois préférable de se regarder dans le miroir et de reconsidérer sa propre attitude. Ménagez les personnes auxquelles vous êtes le plus attaché. Taureau, vous serez bien dans votre peau et à l'aise dans votre vie amoureuse. Vous aurez même la possibilité d'apporter votre soutien à ceux qui souffrent du stress quotidien. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à consacrer du temps à ceux que vous aimez. Profitez de ces échanges affectifs précieux. Gémeaux, votre vie amoureuse pourrait connaître des soubresauts et vos rapports amicaux également. Il n'est pas impossible que vous vous montriez blessant sans raison apparente. Tentez d'analyser vos tensions intérieures afin d'en connaître la cause. Cela pourrait déboucher sur des discussions intéressantes. Cancer, votre vie affective sera favorisée et vous ne commettrez pas d'impair. Vous vous exprimerez facilement et laisserez une impression inoubliable aux personnes que vous rencontrerez pour la première fois. Que vous soyez en couple ou célibataire, profitez-en pour partager d'agréables moments à deux. Lion, votre vie privée ne sera pas des plus sereines. Dans le couple, vous pourriez connaître des frictions.
Évitez de dire des choses que vous risquez de regretter plus tard. Prenez du recul et gardez votre sang-froid en toute situation. C'est le meilleur conseil que l'on puisse vous donner. Vierge, évitez de céder au stress et à l'agitation. Ne vous lancez pas dans des règlements de compte inutiles avec votre partenaire. Ouvrez le dialogue si vous le souhaitez, à condition de savoir vous mettre à l'écoute. Faites une balade au grand air avant d'aborder les sujets qui fâchent. Balance, si l'agressivité règne au sein de votre couple, faites en sorte d'apaiser les choses. Ce n'est pas en renchérissant que vous parviendrez à faire entendre votre point de vue. Faites un bon jogging pour déstresser avant d'ouvrir le dialogue. Vous serez ainsi davantage maître de vous-même. Scorpion, la sérénité sera au rendez-vous. N'hésitez pas à ouvrir le dialogue avec votre partenaire pour faire des projets d'avenir. Dévoilez-lui vos envies et vos rêves. Il sera tout à votre écoute. Si vous êtes célibataire, déclarez votre flamme à la personne sur laquelle vous avez jeté votre dévolu. Sagittaire, si vous vous sentez d'humeur agressive, prenez un peu de distance par rapport à ceux qui vous entourent, car vous risquez de les blesser sans raison. Tentez de vous libérer de vos tensions intérieures en faisant une demi-heure de jogging. Cela vous permettra de vous vider la tête. Capricorne, vous ne vous sentirez pas seul aujourd'hui, car on aura tendance à vous solliciter plus qu'à l'accoutumée. Laissez-vous charmer, les astres vous seront favorables. Ce n'est donc pas le moment de vous enfermer dans votre tour d'ivoire. Votre intuition sera votre meilleur guide. Verseau, méfiez-vous des disputes conjugales provoquées le plus souvent par une divergence d'opinion sur l'éducation des enfants. Ne laissez pas la situation s'envenimer ou, pire, déboucher sur une rupture à moyen terme. Si vous êtes célibataire, l'amour viendra vers vous d'une manière inattendue. Poisson, votre vie affective prendra beaucoup d'importance. Même si vous êtes plutôt pragmatique, vos émotions auront tendance à prendre le pas sur le reste, ce qui vous rendra beaucoup plus accessible. Les personnes du sexe opposé ne seront pas insensibles à votre conversation. Osez les rapprochements. Retour sur ce plateau, j'espère que vous avez été attentifs, parce qu'on aime bien savoir, n'est-ce pas Marco, ce que nous réserve Osez le rapprochement. les astres. Moi, je ne suis pas poisson. Hein. Ah bon? Non, malheureusement. Quel signe? Balance. Ah ouais. J'en perds mon latin. Elle aime tellement mon signe bélier que... Exactement, je pensais à vous, Marco. La rubrique qui arrive, vous allez assurément l'aimer et y être très attentif, car s'il y a bien une chose qu'on déteste tous le matin, c'est être coincé dans les bouchons en se rendant sur son lieu de travail. Et nous avons pensé à cela. Et donc, la solution, c'est la rubrique qui arrive, le point route, qui se chargera de vous donner en temps réel et en images le point de la circulation des principaux axes routiers d'Abidjan. La suite en images. Alors, le premier point route de ces matinales, je rappelle en direct sur RT1, c'est tous les jours. Eva l'a dit, on aura franchement des informations à vous donner par rapport à votre déplacement. On va commencer tout de suite par un point névralgique de la ville d'Abidjan. Là, nous sommes en direct de deux plateaux vers Sokoussé, deux plateaux Sokoussé, avec la circulation qui est assez fluide. Donc, on a pratiquement le tintamarre des véhicules, des taxis communaux, communément appelés donc Woro Woro. Donc le trafic est fluide aux deux plateaux Sokoussé. Voilà, on va passer à la deuxième image si la réalisation nous le permet. Cette seconde image est censée nous emmener au plateau, voilà, sur le boulevard Lagunaire. Vous voyez en direct. On a déjà quand même pas mal de circulation, mais c'est encore assez fluide, pas le go-slow que vous pourrez observer à partir de 7h, 7h30, je pense. Donc, si vous voulez vous déplacer et vous rendre au plateau ou à Trècheville ou à Marcory, en ce moment, malheureusement, vous allez rater la suite de Matin Bonheur. Donc, restez un peu encore chez vous, c'est pas encore très encombré. Alors, on va partir maintenant du côté de Trèchetown, si vous préférez, Trècheville, l'un des quartiers les plus chauds, les plus colorés de la ville d'Abidjan, à Trècheville. Donc là, nous sommes avec un moment de circulation assez fluide, généralement à ce moment-ci de la matinée. C'est assez fluide, donc, mais au moins cela peut vous aiguillonner pour voir un peu quel chemin emprunter pour aller le plus sûrement et le plus rapidement au travail.
On reste toujours à Abidjan Sud et cette fois on se dirige vers cette belle commune que j'aime particulièrement, c'est Koum City. Donc Koumassi, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est assez fluide pour le moment. On a des piétons, on a des véhicules également, mais c'est pas encore embouteillé, on va dire. Donc allez-y si vous vous rendez dans la zone ou si vous avez des choses à y faire, pas de souci. Et ce sera comme ça tous les jours. Nous aurons la circulation de plateau au plateau à Treichville et à Koumassi. Un condensé, bien sûr, de tout ce qui est circulation. C'est très important. Nous avons pensé à tout afin de vous permettre non seulement de bien vous réveiller, mais de bien circuler. Aussi, à côté de tout ça, nous avons pensé au fait que l'emploi constitue une des préoccupations majeures de nos pays en voie de développement. La population ivoirienne est très industrieuse et jeune, donc l'emploi est déterminant, le volet emploi est déterminant. C'est la raison pour laquelle nous allons parler maintenant dans quelques instants avec un spécialiste justement de l'emploi. Regardez. Il est installé sur le plateau, c'est monsieur Eugène Kra. Bonjour monsieur. Bonjour. Excellente année, puisque c'est la première fois qu'on se voit depuis 2017. C'est exact. Bonne heureuse année à vous aussi. Bonne année, monsieur Kra. Bonne année à vous. Bien réveillé ce matin? Oui, oui, vraiment. Dieu merci. Alors avec vous, on parlera de formation et de bonne insertion dans le monde du travail. Oui, en effet, Marcelin l'a dit tout à l'heure, l'emploi constitue une préoccupation pour les gouvernants. Vous savez que des initiatives ont été prises ça et là pour insérer les jeunes. Mais vous allez voir que bien que souvent quand il y a toutes les conditions qui sont réunies, n'est-ce pas, pour que les jeunes s'insèrent, il y en a encore qui n'arrivent pas à s'insérer. Alors personnellement, lorsque je vois un jeune en quête d'emploi, la question que je pose c'est quel emploi cherche-t-il, comment le cherche-t-il, finalement, comment est-ce qu'il compte trouver cet emploi? Et vous savez qu'il existe des techniques, n'est-ce pas, pour s'insérer dans le marché de l'emploi. Et donc, ce sont ces techniques-là que nous allons présenter. Alors, qu'est-ce qu'on appelle réellement marché de l'emploi et quelles sont ses caractéristiques? Très bien, c'est une très bonne question parce que vous savez, on parle d'insertion socio-professionnelle, on parle de marché de l'emploi. C'est un marché qu'il faut pouvoir définir. Alors, c'est le lieu, le marché de l'emploi, il faut dire que c'est le lieu où employeurs et demandeurs d'emploi se rencontrent pour discuter l'offre et la demande d'emploi. Ce marché se présente un peu comme un iceberg. Il y a la face visible et la face non visible. La face visible du marché de l'emploi qu'on appelle marché transparent, c'est, vous allez voir, ce marché recouvre donc toutes les annonces, les offres d'emploi qui sont rendues publiques par les petites annonces, etc., etc. Le marché non visible qu'on appelle le marché noir, malheureusement ou heureusement, c'est sur ce marché que se trouvent la plupart des emplois qui ne sont pas publiés, mais que très souvent, c'est là-bas que les gens trouvent leur emploi. Alors, que dit d'autre? Nous sommes dans ce marché, c'est l'instabilité aujourd'hui qu'il faut remettre. L'instabilité qui peut s'expliquer par le fait que beaucoup de personnes bougent sur ce marché, d'autres bougent pour changer d'emploi, d'autres aussi pour trouver un emploi, etc., etc. Donc, c'est un marché qui est très instable, voilà, aujourd'hui. Très bien. Alors, quels sont les différents types de demandeurs d'emploi? Alors, nous avons plusieurs types de demandeurs d'emploi, mais avant de parler des types, présentons d'abord les catégories de demandeurs d'emploi. Nous avons les jeunes qui sont ce qu'on appelle les primo-demandeurs d'emploi. Ils sont diplômés, ils sont allés dans les écoles, ils sont formés, ils ont leur diplôme. Et ils cherchent un premier emploi, on les appelle les primo-demandeurs d'emploi. Primo-demandeurs d'emploi. Exactement, primo. Primo de premier. Voilà, un premier demandeur d'emploi. Et vous allez voir, leur faiblesse, c'est qu'ils sont très dynamiques, mais ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Ensuite, nous avons des travailleurs qui, pour une raison ou une autre, ont perdu leur emploi et qui sont en train de chercher à s'insérer sur ce marché. Eux, ils ont souvent beaucoup d'expérience et à cause de leur expérience supposée ou réelle, ils sont souvent très exigeants. C'est leur problème pour pouvoir trouver un emploi. Nous avons aussi aujourd'hui les femmes. Les femmes, ce n'est pas que c'est une catégorie particulière parce qu'elles ont les mêmes capacités, les mêmes compétences, mais pour la question de genre, alors on les prend comme une catégorie de demandeurs d'emploi. On a aussi les personnes handicapées qui cherchent aussi à s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc vous voyez, il y a tout ce monde qui lutte pour un emploi, pour des entreprises peut-être qui ne peuvent pas offrir, n'est-ce pas, le nombre d'emplois à tous ces demandeurs. Alors, cela dit, M. Kra, dites-nous, finalement, comment on peut définir le chômage?
Et puis aussi, quelles sont ces différentes formes? Très bien. Alors, le chômage, lorsqu'une personne, peut-être qu'il va falloir, je sais pas, un économiste du travail serait à ma place, il l'aurait peut-être mieux défini que moi, mais disons que quand vous rencontrez une personne qui est sans emploi, on dira qu'il est au chômage lorsqu'il est sans emploi, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'emploi, il est en quête d'emploi et il est disponible pour travailler. À partir de ce moment-là, s'il n'a pas encore de travail, on dit qu'il est au chômage. Voici les 3 conditions pour qu'on puisse dire... Ah oui. Première condition, il faut qu'il soit sans emploi. Sans emploi. Deuxième condition, il faut qu'il soit en quête d'emploi. Et troisième condition, il faut qu'il soit disponible pour travailler. Voilà, voici les 3 conditions pour dire de quelqu'un qu'il est au chômage. D'accord. Voilà. Donc, quelqu'un qui a des diplômes, qui a une formation, mais qui ne cherche pas de travail, n'est pas un chômeur. Oui, on peut dire qu'il n'est pas un chômeur. Il faut bien faire le distinguo. C'est très intéressant. Vrai, ça, je ne savais pas, par exemple. Voilà. Et puis surtout, il faut être disponible. C'est-à-dire que si l'entreprise appelle et qu'elle a besoin de vous demain ou dans 10 jours, il faut être capable d'assurer. Ah oui, il faut être disponible. Parce que vous savez, immédiatement. Parce qu'il y a certains qui font semblant de chercher alors qu'ils ne tiennent pas à travailler. D'accord. Ça aussi, ça existe sur le marché de l'emploi. Est-ce que la recommandation, par exemple, est une bonne technique de recherche d'emploi? Parce qu'on a parlé de marché visible, de marché noir. Ouais. En général, dans le marché noir, donc les annonces qui se font de bouche à oreille, on entend dire qu'on cherche un comptable, par exemple, ou voilà, c'est pas officiel. Est-ce que la recommandation, à ce moment-là, peut être un coup de pouce et une bonne technique de recherche d'emploi? Oui, la recommandation fait partie des techniques de recherche d'emploi, mais pour que cette recommandation marche, il faut que la personne qui recommande soit crédible et qu'elle ait une influence réelle sur l'entreprise à laquelle on recommande l'individu. Et encore, il faut que la personne recommandée soit recommandable. Parce que si vous pouvez ne pas être qualifié et puis on vous recommande pour une entreprise, c'est pas sûr que ça marche. Est-ce que ce n'est pas ça qui est de mise dans nos pays en voie de développement? Je ne dirais pas que c'est la seule technique qui marche. Mais ça marche effectivement parce que le fait de recommander quelqu'un donne une garantie supplémentaire. Pour l'employeur? Pour l'employeur, oui. Si vous, Marcelin, vous me recommandez quelqu'un, je ne dis pas de le faire. Mais, voilà. Mais vous voyez, ça donne une crédibilité. Voilà, ça donne une garantie supplémentaire de crédibilité. C'est pourquoi justement ceux qui sont recommandés généralement, ils sont acceptés. Aussi parce que peut-être qu'il y a une contrepartie non visible. Il peut y avoir une contrepartie. D'accord. Je vais revenir sur les différentes catégories de demandeurs d'emploi. Vous avez dit qu'il y a les primo-chercheurs d'emploi, donc ceux qui recherchent un premier emploi. Et puis, il y a certaines personnes qui, pour une raison X ou Y, certaines personnes donc, qui ont perdu leur emploi et qui sont à la recherche d'un nouveau poste. Et vous avez dit que ces personnes-là ont plus d'expérience. C'est tout à fait évident. Alors, entre les primo-chercheurs d'emploi et cette seconde catégorie, qui a plus de chances de s'insérer ou de se réinsérer dans le tissu de l'emploi? Bon, moi, personnellement, je pense que chacun a sa chance. Parce qu'il y a des entreprises qui cherchent des jeunes, n'est-ce pas, pour les embaucher et puis les former, n'est-ce pas, à leur fin. Il y a d'autres aussi qui cherchent des personnes hautement qualifiées pour reprendre en main une situation. Parce que vous savez, pour qu'il y ait vacances de poste dans une entreprise, c'est qu'il y a des raisons. Soit il y a un départ de l'entreprise forcément, ou alors c'est parce que l'entreprise entend étoffer son personnel. À partir de ce moment-là, il y a des recrutements. Donc, l'entreprise ne recrute pas parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi ou alors il y a des gens qui font pitié. Non, on ne donne pas l'emploi à quelqu'un parce qu'il fait pitié. Juste un volet sur lequel j'aimerais revenir. Au niveau des seniors, comment ça s'organise en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a des seniors chômeurs qui aspirent aussi à l'emploi. Il faut aussi penser à eux. Des personnes de plus de 60 ans, par exemple, 50 ans, qui veulent travailler. Bon, alors, vous voyez, on a une réglementation en Côte d'Ivoire, les juristes vous le diront. Il y a une limite d'âge, n'est-ce pas, pour aller à la retraite. Mais à 60 ans, il ne sait pas quel emploi on cherche. Vous voyez dans d'autres pays développés, il y a des emplois pour les seniors. Est-ce que pour la réinsertion, c'est un peu ça l'optique de ma question? Bon, moi, personnellement, je pense que quelqu'un qui a passé, qui est resté 60 ans, 60 ans en même activité. Avant 50, 55, bon, qui est au chômage, on peut arriver à la retraite. Mais quel est l'âge de la retraite en Côte d'Ivoire? C'est 55 ou 60 ans. C'est 55, 60 ans selon le niveau. Mais qui va vous recruter? Quelle entreprise qui va recruter un demandeur d'emploi de 55 ans ou de 60 ans? C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que combien de temps on va pouvoir profiter sur ce travailleur qui va coûter énormément d'argent à l'entreprise? À moins que ce travailleur ait une expertise particulière qui est demandée. Dans ce cas, je conseille à cette personne
d'opter pour l'entrepreneuriat intellectuel, c'est-à-dire une entreprise à fort contenu intellectuel, ce qu'on appelle un cabinet d'expertise, pour être consultant par exemple, au lieu de demander un emploi salarié. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Eugène Kra. On rappelait qu'avec vous, on parlait de techniques de chercheurs d'emploi, de recherche d'emploi, pardon. J'espère que cette rubrique a aidé ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, d'un premier emploi, d'un deuxième ou d'un troisième. En tout cas, que Dieu vous guide dans vos recherches et qu'il vous aide. Alors, vous le savez, les exercices du coach Fabrice, auquel nous avons eu droit il y a quelques instants, sont très complets, mais s'il y a bien un muscle qu'il a oublié de faire travailler, c'est l'articulation temporomandibulaire. Ouais, c'est l'articulation de la mâchoire, tout simplement. Je voulais faire ma savante, en fait. Alors, comment la détendre? En riant, tout simplement. Et ce matin, ce sera l'affaire de cette capsule. Les zinzins ont été libérés. Hey, Lucas, comment tu vas? Oui. Mais attends, tu es venu plus tôt que prévu. Ça va? Ben, trouve-toi une chaise, je sais pas. Ah, voilà, prends ça. Il faut changer de choses, de sac, hein? Ça, c'est pas VIP, ça. Non, c'est pas VIP. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je suis quand même content. Retour sur le plateau, on a un petit souci technique, mais on va revenir juste en tout cas vers la fin de cette émission sur cette capsule humour. Croyez-nous, on l'a visionnée, elle est magnifique, elle fait beaucoup rire. Je rappelle donc, mesdames et messieurs, que vous êtes à Matin Bonheur. C'est tous les jours en direct et en intégralité, en intensité sur RTI 1, la chaîne principale donc, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous émettons d'Abidjan. C'est de 5h55 à 7h30. Et voilà, j'espère que vous vous êtes bien réveillés. Nous avons commencé cette émission avec de l'entrain, gym. Également, on a discuté à l'instant avec Monsieur Kra, spécialiste de l'emploi, qui nous a parlé du marché du travail. C'est pas évident, Eva. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on va passer à présent donc à une rubrique qui connaît du travail ou pas. En tout cas, on ne s'en lasse jamais. C'est le petit-déj. Hein. On mange tous le matin. Et vous avez ici l'occasion de partager avec nous ce que vous prenez au petit-déjeuner. Fais en sorte qu'on ait faim. Retour, bien sûr, avec les... on a déjà l'eau à la bouche. Eva qui aime beaucoup manger. Marco. Première image, regardez. Ça, on appelle ça le jaune avec du pain macaroni. En Côte d'Ivoire, on dit pain maca. Jaune, c'est très... C'est ça, hein? Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de pain, hein? C'est le jaune et les macaronis. On a tous mangé ça à l'école, Marco. Ah oui, à l'école primaire, surtout dans le public. Hein. Je ne sais pas si dans le privé, Eva qui a fréquenté dans les écoles privées, peut-être peut nous dire. En tout cas, c'est appétissant. Ça nous vient de monsieur Serge Ombolo, qui est du côté de Bingerville. Bon appétit à vous. Bon appétit. Seconde image, elle nous vient d'une dame cette fois, Madame Cassie, qui ce matin, pour elle, ce sera du pain avec du poisson thon. Et en général, Marco, c'est l'accompagnement du garba, ça. C'est l'accompagnement du poisson thon avec du piment frais, de la tomate et des oignons. Ça, c'est un nouveau menu, ça. C'est un nouveau menu à essayer. On va essayer ça. C'est pas bien. Je ne sais pas comment ça. Je sais pas comment ça passe au goût, mais en tout cas, Madame Cassie, excellent appétit à vous. Alors, troisième image, là, on a du pain avec de la charcuterie. Le pain très entamé, hein, on sent que quelqu'un est passé par là, enfin une bouche est passée par là, avec de la charcuterie et du café, là c'est rapide, ça nous vient donc de Madame Miana Kalmogo, voilà,
Merci beaucoup. Et ça, c'est contrairement aux apparences, ça vient de Paris. La photo vient de Paris, du côté des Batignolles. Alors, pour partager avec nous votre petit déjeuner, rien de plus simple, faites un tour sur nos différents réseaux sociaux. D'abord, la page Facebook @matinbonheur officiel. Vous postez juste votre photo avec votre nom et l'endroit donc où vous vous trouvez. Et puis, on a également un compte Twitter @RTI Matin Bonheur. Il y a également les selfies. On l'a expliqué hier, le principe il est tout simple. Faites une photo de vous le matin au réveil avec le ciel en fond. Et puis on prendra beaucoup de plaisir à relayer la photo ici sur Matin Bonheur en direct. Oui, absolument, vous avez vu donc l'écriteau concernant les points saillants concernant bien sûr les réseaux sociaux. Restez avec nous, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Vous avez remarqué que nous sommes en couple pour le meilleur et pour le matin. Voici les couleurs du temps. C'est parti, la météo. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous, merci de nous suivre. Tôt ce matin, de fortes réductions de visibilité intéresseront les régions le long du rivage océanique à celle de la limite forestière. Avec le lever du jour, on aura une amélioration de la visibilité. Les vents secs chargés de poussière seront présents dans l'ensemble sur le pays. Les températures au lever de ce jour, Abidjan affiche 25 degrés, 24 degrés pour la ville d'Adiaké, 22 degrés à Bandoukou, Boaké et Daloa, 23 degrés à Dimbokro, 22 degrés dans la région du Go, la minimale de 19 degrés enregistrée à Korogo, 20 pour Mans et Odiéné, 23 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 22 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi sera relativement chaud et sec sur les régions du nord de la bande centrale et du sud. Le ciel restera peu nuageux avec de la poussière en suspension dans l'air, donnant un aspect brumeux. Les précipitations seront quasi inexistantes. Les températures pour cet après-midi, 32 degrés pour deux villes, Abidjan et Adiaké, 35 degrés dans la région du Gontougo, 33 degrés pour Boaké et Daloa, 35 à Dimbokro, 33 degrés dans la région du Go, la maximale de 36 degrés enregistrée à Korogo, 32 degrés dans le Tongpi, 36 à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, Sassandra et Tabou et 35 degrés à Yamoussoukro. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Eva, bonjour Marcelin, bienvenue dans ce journal. Souvenez-vous, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour le Nouvel An, a annoncé la libération de 2942 détenus. La grâce présidentielle est donc prononcée pour ces prisonniers de droit commun. Notre reporter a tendu son micro à plusieurs personnes dans la rue pour savoir ce qu'elles en pensent. Je pense que la grâce présidentielle est quand même bien parce que c'est bien de donner une nouvelle chance à tout un chacun. Tout le monde a droit à une seconde chance. J'espère vraiment qu'ils pourront se ressaisir. Pour les prisonniers de droit commun, c'est bon, mais bon, pour les grands bandits, je pense qu'ils ne font pas partie. S'ils ne font pas partie, c'est tant mieux. C'est une bonne initiative. Une chose est d'annoncer la grâce présidentielle et une autre chose est de réinsérer ces prisonniers-là dans certaines activités qui leur seront bénéfiques et pour ne pas encore replonger dans les mêmes choses. Mais sinon, toutefois, c'est bon. Que Dieu le bénisse et voilà. Que Dieu bénisse aussi les prisonniers. Si les fautes ne sont pas assez graves et qu'ils ont peut-être changé, on peut les libérer pour moi. Mais il ne faut pas libérer aussi de grands bandits, ce genre de choses, pour ne pas que ça crée d'autres problèmes. Le décret de grâce désigne un certain nombre d'infractions pour lesquelles les personnes condamnées ne peuvent pas bénéficier de la grâce. Il s'agit principalement des crimes de sang,
des infractions militaires, des vols aggravés et des infractions contre la vie, c'est-à-dire les meurtres, les assassinats, les viols et autres. Toutes les personnes condamnées pour ces infractions ne peuvent pas bénéficier de la grâce. Par contre, bénéficient de la grâce tous les autres condamnés dont la condamnation est devenue définitive. C'est-à-dire que toutes les voies de recours ont été exercées ou les délais de recours sont expirés. Il s'agit des vols simples, des petites infractions, des infractions contre les biens, notamment les abus de confiance dont le montant ne dépasse pas 25 millions de francs et toutes les autres petites infractions. Principalement, c'est pour les délinquants jugés pas trop dangereux qui sont à leur premier fait et autres. Comment s'active cette grâce? Quel est le processus? Bien, le processus se décrit en 4 étapes. Il y a d'abord l'établissement des listes, la vérification des listes par le juge d'application des peines et les procureurs de la République, l'établissement des ordres de mise en liberté et puis enfin la mise en liberté elle-même. Les familles n'ont aucune intervention à faire. C'est un décret signé par le président de la République. Les personnes qui sont chargées d'exécuter ce décret sont connues, le ministre de la Justice et ses services, notamment le procureur de la République, les régisseurs des maisons d'arrêt. Et ces régisseurs sont outillés sur la base du décret pour établir les listes des personnes bénéficiaires sous le contrôle des juges d'application des peines et du procureur de la République. Donc, aucune personne extérieure n'a à intervenir, encore moins à payer quoi que ce soit pour bénéficier de la grâce. La grâce est une mesure de clémence, elle n'est pas donc payante. Une conférence a été organisée à l'hôtel communal de Cocody sur la cybercriminalité. Cette conférence a été animée par des ex-pirates informatiques reconvertis en spécialistes de sécurité informatique et contre-piratage en vue d'aider la population. C'était en présence du ministre de l'économie numérique, Bruno Nabagné-Koné. On en parle avec Astou Touré. Lancer un appel aux jeunes de Côte d'Ivoire pour se former et travailler positivement. C'est l'objectif que veut atteindre l'Association internationale de recherche en sécurité informatique, ISRA. L'ISRA est une plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Elle est composée d'anciens pirates informatiques communément appelés hackers. Security Day, c'est un événement qui est organisé depuis l'année 2011. C'est un événement qui fait de la sensibilisation sur les problèmes de sécurité informatique, les problèmes de cybercriminalité, en mettant en scène ceux qui sont les premiers acteurs, c'est-à-dire ceux qu'on appelle généralement des hackers ou des cybercriminels. C'est eux-mêmes qui viennent présenter les technologies qu'ils utilisent, qui viennent présenter leurs secrets, qui viennent présenter tout ce qu'ils font. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, a félicité et encouragé cette initiative. Pour lui, la cybercriminalité n'est pas une option et la Côte d'Ivoire est suffisamment dotée de moyens pour neutraliser toute personne s'adonnant à cette pratique. Le dispositif est pratiquement infaillible. Et nous sommes les premiers à regretter que de plus en plus de jeunes, malheureusement, ne le comprennent pas et tombent dans les pièges. Ce dispositif aujourd'hui, c'est les textes réglementaires qui ont été pris, mais c'est également les structures qui ont été mises en place, avec la PLCC d'une part, la DITT, le CICERT. Toutes ces structures collaborent et toutes ces structures collaborent avec les structures de transfert d'argent. Nous apprécions le fait qu'ils s'inscrivent désormais dans une posture positive. Security Days a été initié en 2011 en vue d'aider la population à s'outiller contre l'arnaque. Les initiateurs de cette plateforme entendent également œuvrer à la sensibilisation et à la formation des hackers en vue d'une reconversion totale. Il est né et au lendemain des indépendances a toujours accompagné les Ivoiriens comme miroir de leur quotidien. Le théâtre, art de la scène par excellence, est depuis quelques années en perte de vitesse en Côte d'Ivoire. Quelles en sont les raisons profondes? Pourquoi la désaffection du public et un certain désintérêt de la nouvelle vague d'acteurs? Notre reporter a profité de la clôture du programme national de relance du théâtre pour interroger les différents acteurs sur les perspectives de cette relance du théâtre ivoirien. Le temps monte dans le rouge. RM Kono ou En attendant le bonheur, une pièce de Diego Bailly mise en scène par Sidiri Bakaba. Des acteurs sur scène, sur les écrans ou en salle, ce type de spectacle, le théâtre, se fait de plus en plus rare. Bon,
sincèrement, je ne vais pas vous mentir, le théâtre, on ne voit pas trop. Maintenant, le théâtre n'est pas trop présenté à la télévision. On voit particulièrement les films, des comédiens. C'est que le théâtre, dans son essence même, semble-t-il, n'attire plus. Car Daniel est un acteur de séries télé bien connu. Sa base, ce sont les planches, mais il comprend les raisons de la désaffection du public ou encore de la faible production théâtrale. Le manque de salles, de spectacles, mais surtout les nouveaux médias. Dans les quartiers, dans toutes les communes, il y avait des troupes de théâtre. Mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Tout cela a disparu. Et puis ensuite, il y a eu l'avènement de la vidéo, de la télévision, des téléfilms. Et il a disparu du milieu des activités culturelles et artistiques en Côte d'Ivoire parce qu'il est délicat, le théâtre. Il ne se joue pas n'importe où. Il faut une salle, il faut une commodité. Apprendre à son test. Le travail de diction, le contrôle du souffle, pas évident. Pour moi, le théâtre, c'est la mère de tous les arts, quoi. Et c'est la mère, même on peut dire, du cinéma, parce qu'au théâtre, on apprend tout. Des férus de théâtre et passionnés, il y en a qui, dans l'ombre, abattent un travail de fourmi. Mais que de difficultés. C'est compliqué. Le premier problème ici en Côte d'Ivoire, d'abord, c'est que les gens ne s'intéressent pas véritablement au théâtre. Nous créons parce que nous avons la passion du travail, nous aimons ce que nous faisons comme métier, mais il faut dire que l'État ou encore le ministère de la Culture peut encore faire beaucoup d'efforts sur ce plan-là, aider les jeunes que nous sommes à créer. Mais pour une relance efficace de cet art, il faut que les jeunes aujourd'hui s'y intéressent. Et sur la question, ce n'est pas gagné. Chaque jeune qui m'approche me parle de cinéma. Je veux faire du cinéma. Je veux faire du cinéma. Mais le cinéma prend ses racines dans le théâtre. Mais pourquoi on est si pressé? Pourquoi on veut devenir tout de suite star? Et pourquoi refuse-t-on de travailler? Vous allez aujourd'hui dans les pays ayant une véritable industrie culturelle, vous verrez qu'à la base du 7e art, il y a d'abord un certain type d'art, le théâtre. Et cependant de mise, pour susciter l'engouement, il faut rapprocher le théâtre de la masse. La tutelle a donc lancé, il y a 6 mois, le programme de relance du théâtre ivoirien. 10 compagnies ont sillonné plusieurs localités du pays. Un projet auquel adhère Diallo Tikwaï Vincent, un doyen des planches en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le théâtre revient parce que nous avons essayé d'adapter ce théâtre-là aux espaces existants. Et à partir de ce moment-là, les Ivoiriens ont commencé à revenir au théâtre et je suis un témoin privilégié. Organiser une tournée dans les régions, dans 10 régions. Et ces 10 régions ont reçu une dizaine de troupes pour une vingtaine de spectacles. Et j'avoue qu'il y a un public pour le théâtre. La saison théâtrale 2016 achevée au mois de décembre, l'idée était d'inculquer de nouvelles habitudes théâtrales aux populations. Cela passera en 2017 par le volet éducatif. Le ministre a commencé avec le ministère de l'Éducation nationale à mettre en place une politique qui permet aux enseignants que nous formons en théâtre d'aller enseigner le théâtre à l'école. Nous allons vers les déscolariser aussi. La relance du théâtre par approche méthodique reste la question des infrastructures. L'État envisage la création de salles polyvalentes et entend étendre sa vision. Pour 2017, c'est une opération qui va s'accentuer. Le ministre en a fait la promesse aux opérateurs du secteur. Un budget de 30 millions voire plus consacré à la question 2016. Les acteurs des planches ont les yeux rivés sur les nouvelles résolutions. Les spectateurs jadis passifs n'attendent que les spectacles pour se muer en public averti, prêt à débourser de l'argent pour voir une bonne pièce théâtrale. C'était un reportage signé Franck Quadio. Le premier procès en France dans l'affaire dite des biens mal acquis s'est ouvert hier, lundi 2 janvier, devant le tribunal correctionnel de Paris. Théodorin Obiang, 47 ans, fils du président de Guinée équatoriale, poursuivi entre autres pour détournement de fonds publics et corruption. Théodorin Obiang Nguema, vice-président de son pays, est accusé de s'être bâti en France un patrimoine considérable en détournant l'argent public de son pays. L'affaire dite des biens mal acquis touche bien d'autres pays africains depuis une décennie. On en parle avec Michel Digré. C'est le premier procès en France dans l'affaire des biens mal acquis.
Théodorine Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. Il a demandé lundi par la voix de l'un de ses avocats le report de l'audience. Monsieur Nguema, comme tout le monde le sait, habite en République de Guinée équatoriale. Par conséquent, il y a des délais prévus par le Code de procédure pénale français pour faire comparaître les gens. Ces délais n'ont pas été respectés. C'est la raison pour laquelle nous allons demander le renvoi. Pas de manière dilatoire, pas du tout, parce que M. Nguema ne craint pas du tout ce procès. Il a un certain nombre d'éléments à faire valoir, tant sur le plan des faits que sur le plan du droit. L'enquête ouverte par des plaintes des associations SERPA et Transparency International a mis au jour le patrimoine considérable de Théodorine Obiang. Il s'agit en autres bien d'un immeuble avenue Foch dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, estimé à 107 millions d'euros, et de plusieurs voitures de luxe. C'est à la fois la fin d'une culture d'impunité, même s'il y a encore des obstacles, et puis ça marque aussi la fin d'une espèce de culture de résignation et de fatalisme dans laquelle était une partie des opinions publiques africaines en disant on ne pourra jamais s'en défaire. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est une étape importante. Théodorine Obiang est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Le groupe État islamique a, par l'intermédiaire de son agence de propagande Hamak, revendiqué l'attentat commis à Bagdad hier lundi 2 janvier. Un attentat qui a tué 32 personnes au moment où le président français François Hollande effectuait une visite dans la capitale irakienne. Dans l'immense banlieue chiite au nord-est de Bagdad, à Sadr City, un kamikaze a fait exploser une voiture piégée. La plupart des victimes sont des travailleurs journaliers. Cet attentat est le troisième revendiqué par l'État islamique depuis la veille du Nouvel An. L'avion présidentiel transportant à son bord les 35 diplomates russes expulsés des États-Unis ainsi que les membres de leur famille a atterri hier lundi dans la capitale russe. Les diplomates ont été accueillis chaleureusement chez eux en Russie et Vladimir Poutine les a invités à fêter le Nouvel An au Kremlin. L'année 2016 a été la plus meurtrière pour les migrants africains en Méditerranée. Plus de 5000 morts selon l'ONU, un record alors même que le nombre de personnes ayant traversé la mer a fortement diminué. 7189 morts ou disparus dans le monde, 4812 en Méditerranée selon l'Organisation internationale pour les migrations qui communique ces chiffres pour l'année 2016. Cela représente 20 décès par jour, un record macabre, un plafond jamais atteint depuis des dizaines d'années. Y a-t-il véritablement un accord en République démocratique du Congo? L'encre était à peine sèche que la majorité affirmait avoir signé sous réserve. Son problème, le manque d'inclusivité. Le Front pour le respect de la Constitution, MLC en tête, n'a pas signé, tout comme les membres du gouvernement actuel qui pourraient tomber, à commencer par le Premier ministre Sami Badibanga. Pour le MLC comme pour le Rassemblement de l'opposition, il s'agit d'un prétexte. Le pouvoir gambien accentue la pression sur les médias à l'approche de la fin du mandat de Yahya Jammeh. Le président, qui refuse de laisser le pouvoir, a fait suspendre 3 radios privées. Il a même envoyé des agents des services de renseignement pour faire cesser les programmes dimanche 1er janvier. Les Chebabs affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué hier lundi 2 janvier 2 attentats suicides à Mogadiscio. Les kamikazes visaient l'aéroport qui abrite l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, ainsi qu'un hôtel tout proche. Cette double attaque suicide a fait au moins 5 morts, dont les 2 terroristes et 9 blessés. Et puis pour terminer, une mutinerie dans une prison de Manaus au Brésil a coûté la vie à 56 détenus qui ont été massacrés, dont certains décapités. La révolte a commencé dimanche soir 1er janvier dans le complexe pénitentiaire Anisio Jobim, situé en périphérie de Manaus, et a duré 17 heures. À l'origine, une rixe entre 2 bandes criminelles liées au narcotrafic. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci de suivre Matin Bonheur. Merci à vous, Hamza Zabi. Merci. Demain, on vous retrouvera, ou notre journaliste de la rédaction pour... J'ai envie d'être avec vous encore demain. Ce sera avec beaucoup de plaisir. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. On va revenir sur le point de la circulation. Vous le savez, en début d'émission,
On a eu à cœur de vous montrer l'état du trafic routier dans certains grands axes de la capitale ivoirienne. Et on retourne cette fois-ci aux deux plateaux sur le boulevard Latrille. Alors, la circulation, on l'a vu, est encore assez fluide. Hein. Il commence à avoir du trafic, mais c'est encore... ah oui. C'est plus clair là. C'est beaucoup plus clair. Je pense que ça va, hein. Ça ne bouchonne pas. Alors, qu'en est-il du fameux boulevard lagunaire au plateau? Est-ce que là-bas, il y a le go-slow qui a commencé ou bien, voilà, on distingue également les brumes de l'Harmattan, mais c'est assez fluide. Hein. Ça, c'est un rêve, ça, pour tout automobiliste, parce que, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, franchement, aller emprunter ce boulevard-là sans embouteillage, c'est rare, hein, c'est très, très rare. En tout cas, rassurez-vous, pour le moment, ça va. On se dirige vers cette belle commune, Treichville. Comment ça se passe à Treichville en ce moment? Voilà, c'est très clair, mais voilà. Alors, beaucoup de taxis, quelques véhicules personnels, on dira. Ça va, allez-y du côté de Treichville. Ça c'est le grand carrefour de Treichville, je pense bien. Allez-y, vous pouvez y aller, c'est pas très embouteillé. Et juste après l'émission, Eva pourrait profiter donc aller rapidement avec son bolide pour faire ses courses. Hein. Elle est très habituée, hein, ces marchés de Treichville. Qu'en est-il de Koumassi? Alors on dit quoi à Koumassi? Waouh, Koumassi également, bon là c'est à quelques encablures seulement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, au Grand Carrefour, là le trafic est assez fluide. Merci mesdames et messieurs d'être en notre compagnie. Vous faites bien de vous réveiller avec nous tous les jours. On ne le dira jamais assez. C'est de 5h55 à 7h30 GMT, UTC. Nous allons maintenant basculer vers ce qui constitue, ce qui fait partie des fondamentaux de cette émission. C'est de l'infotainment, c'est-à-dire qu'on vous fait plaisir, on déconne un tant soit peu, mais le pilier c'est l'information. Et maintenant l'information cristallisée par Fatim Djidji, la revue de presse. L'avenir des partis politiques en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Dans l'expression, le journaliste Mba Aboubacar nous révèle ce qui nous attend, du moins les partis politiques, pour cette année 2017. On commence avec le PDCI et le RDR. Les dernières législatives qui ont vu la montée en puissance des candidats indépendants a mis à nu la faiblesse de la méthode du choix des candidats par le RHDP. Les Houphouëtistes vont donc devoir rectifier le tir pour les prochaines échéances électorales. Si tout le monde est d'accord pour aller au parti unifié, des questions restent en suspens, notamment le modus operandi. À titre d'exemple, dans un département, qui du délégué du PDCI RDA ou du secrétaire départemental du RDR sera le premier responsable du parti à la base? La question est soulevée. On passe au MFA, membre à part entière du RHDP, qui avec cette lourde défaite aux législatives ne cesse de s'affaiblir. Et comme un parti ne vaut que par son poids sur le terrain, en 2017, le MFA continuera à jouer un second rôle aux côtés du PDCI et du RDR. L'article s'intéresse aussi à l'UDPCI-UPCI, qualifiés de rebelles de la 25e heure. Si leurs premiers responsables ont été évincés du gouvernement à quelques jours des législatives, depuis... Monsieur Albert Mabry Touaqueuse et Niamien Konan ne cessent d'affirmer leur appartenance au RHDP. Le retour dans l'Alliance ne sera a priori pas très compliqué, mais plus rien ne sera jamais pareil au regard des ambitions de Mabry Touaqueuse pour 2020. On passe à l'opposition, c'est-à-dire le FPI. La guerre intestine au sein du parti va-t-elle continuer pour cette année 2017 avec le président Pascal Afin-Guessan et le frondeur Aboudraman Sangaré. Pour le journaliste Mba Aboubacar, même avec sa maigre moisson législative, le candidat Afin-Guessan aura l'ascendant sur tous ses rivaux, du moins en termes de visibilité. L'article se termine avec les indépendants, qualifiés de héros sans âme. Ils sont venus en deuxième position à l'issue de ces élections législatives derrière le RHDP. Mais ce n'est pas en 2017 qu'ils vont poser quelques problèmes que ce soit au parti unifié. Car à dire vrai, après avoir été acclamés pour avoir osé défier les lignes de conduite de leur parti, 80% de ces indépendants, ils ont rejoint le parti d'origine. On passe à un autre article à lire dans l'Inter. La page va s'afficher, vous le voyez tout de suite, c'est la une de l'Inter du jour. On apprend qu'un procureur a dîné avec les détenus. Ça s'est passé à la maison d'arrêt et de correction de Gagnoa à l'occasion du Nouvel An.
Le procureur de la République auprès du tribunal de la première instance a convié au même repas 300 détenus et ses proches collaborateurs. Ça s'est passé dans l'établissement pénitentiaire. Et pour le procureur Boubacar Koulibaly, il estime que ce geste relève d'un acte humaniste. Nous allons passer à l'international maintenant, Fatim Didier. Et oui, grâce à Jeune Afrique qui nous propose en fait la liste des grands rendez-vous africains pour l'année 2017. L'image va suivre juste après et vous allez voir des personnages que vous connaissez certainement. Alors ça va se passer dans quelques jours, ça sera le 27e sommet de l'Afrique-France à Bamako et ça sera le dernier pour le président français François Hollande qui, comme on le sait, quitte ses fonctions. Et cette rencontre sera aussi l'occasion de faire le bilan de l'opération Serval au Mali. Toujours en janvier, mais d'une manière un peu plus festive, c'est le coup d'envoi de la CAN qui se déroulera donc au Gabon, qui sera le pays hôte après la défection de la Libye. La 31e édition se tiendra du 14 janvier au 5 février et c'est à suivre, bien sûr, sur toutes les chaînes de la RTI. Au mois de juillet, Macky Sall devra confirmer sa majorité parlementaire. Avec 120 sièges sur 150, la coalition du président sénégalais semble aborder les prochaines élections législatives sereinement. Vous pouvez le voir derrière l'écran, à l'écran derrière moi. Macky Sall qui connaît quelques déboires avec les unes qu'on peut lire au Sénégal en ce moment, avec des dossiers chauds et brûlants. Un autre aussi qui semble serein, son visage va apparaître, vous allez le reconnaître, c'est Paul Kagame. Le président rwandais qui est en place depuis 1994, Jean Bafouille, et il va pouvoir, grâce à la modification qu'il a apportée à la Constitution, briguer la magistrature suprême jusqu'en 2024. De quoi ne pas s'inquiéter. Alors si certains restent, on vient de voir, comme Paul Kagame, d'autres s'en vont. En octobre, ça sera le cas d'Ellen Johnson, la présidente du Libéria, quittera ses fonctions après 2 mandats de 6 années. Alors son fils président va tenter de lui succéder, mais c'est sans oublier la candidature de George Weah. Et oui, le footballeur tente actuellement de rassembler l'opposition derrière lui. Un autre sujet, on parle chiffon grâce au Monde Afrique qui tente de tordre le cou à une idée reçue selon laquelle le wax serait un tissu africain, mais il n'en est rien. Car cet imprimé d'origine javanaise à la base a été importé au 19e siècle par les Néerlandais. Le wax s'est imposé en Afrique et pas que, et connaît un véritable succès, mais il empêche l'émergence des vrais tissus africains tels que le bogolan malien ou l'Ashanti au Canada, le kita en Côte d'Ivoire, voire le ndop bamileke du Cameroun. Et on va finir cette revue de presse avec l'insolite du jour. Ah oui, et là, j'ai une très bonne nouvelle, une belle histoire, comme on les aime, tout est bien, qui finit bien. Ça se passe aux États-Unis d'Amérique, c'est à dire sur le site du journal La Dépêche, qui nous apprend qu'une jeune femme enceinte de 9 mois, qui a continué à travailler puisque son mari était au chômage en tant que serveuse, est un jour rentrée donc dans son restaurant, et là, une cliente est arrivée. Et cette cliente s'est attablée à manger tranquillement, et au moment de payer l'addition, qu'est-ce que vous voyez? Un pourboire de 900 $, ce qui représente plus de 500 000 francs CFA. C'est ce qui s'appelle bien finir sa journée et certainement même l'année. Auriez-vous fait pareil? Pas sûr. C'est avant tout une question de moyens. Je vous reconnais bien là. Merci beaucoup Fatim. On vous retrouvera demain pour une autre revue de presse. Et puis également la titrologie. Excellente journée à vous. 900. Il sera prêt. Oui, 900 $. Ah mais il n'en revient pas Marco. Il ne fait que répéter 900 $. Presque 1 000 €. Ah oui. Les chiffres qui vous parlent mieux. Ou une devise qui vous parle mieux. On va à présent embrasser la page technologie du jour. Il sera question d'une messagerie instantanée qui souhaite détrôner une autre qui est plutôt bien installée. On passe donc à la techno avec Lassina Ouattara. C'est parti. Alors, le monsieur Webb, en tout cas, lui, il est toujours versé dans tout ce qui est technologie. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année?
des innovations. Des innovations. Oui. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler donc de la messagerie intelligente qui veut concurrencer WhatsApp. Tout à fait. Alors Google, dans sa, on va dire dans son hégémonie justement de pouvoir dominer la sphère donc, du web et tout cela, vient de lancer une application qui s'appelle donc Google Allo. Google Allo, c'est une messagerie instantanée, mais sauf qu'elle est intelligente. Pourquoi elle est intelligente? Parce qu'elle embarque en fait un module d'intelligence artificielle. Ce qui fait que du coup, vous avez votre messagerie, comme par exemple vous avez WhatsApp, vous avez votre messagerie et vous avez la possibilité non seulement de discuter avec vos amis, etc., mais dans les discussions, en fonction de ce que vous allez bien sûr donc, introduire, on va dire comme mots-clés, etc. Donc l'application est capable de vous sortir un certain nombre d'informations, tout simplement. Quel genre d'informations? Alors, par exemple, je discute peut-être avec un ami de restaurant et Google Allo est capable de vous proposer des restaurants donc, qui se trouvent à proximité parce que vous avez fait mention de restaurants. Si vous parlez de poissons, il va également donc, vous suggérer de poissons ou alors un certain nombre de, on va dire, de concepts que vous mettez en fait dans votre messagerie. Et en réalité, c'est que cette messagerie apprend à vous connaître. Voilà. Donc elle aura connecté à la base pas mal d'informations nous concernant. Tout à fait. Alors effectivement, donc on parle toujours de sécurité, on parle toujours donc de chiffrement donc des messages. Alors Google le met en option, c'est-à-dire que vous avez la possibilité soit d'avoir la possibilité donc de crypter vos messages. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle le mode, on va dire le mode plus ou moins camouflé. Et vous avez la possibilité en fait de ne pas le faire. Mais voilà, tout est une question. C'est quoi le volet innovant? Parce que ça, c'est des choses auxquelles on a plus ou moins droit. C'est quoi comme le disent les anglo-saxons, what is the key? Ouais. Alors, tout à fait. Donc, c'est réellement donc, introduit l'intelligence artificielle dans cette messagerie. Google, qui a le meilleur moteur donc, de recherche, et glane des informations donc, de par le monde, et tout ce qu'on veut. Et en plus, c'est que on va dire cette application fonctionne bien sûr comme sur le modèle WhatsApp. Vous la téléchargez tout simplement. Une fois que vous avez fini de télécharger, vous mettrez votre numéro de téléphone et tout cela et les configurer. Alors, la différence éventuellement et le plus donc, de Google, on va dire Allo, c'est que Google Allo embarque justement de l'intelligence artificielle et ça de plus en plus, je pense qu'en 2017, c'est ce qu'on va connaître le plus, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que la machine est capable donc d'anticiper sur vos actes, sur vos actions et la machine est également capable de répondre donc à vos préoccupations. Voilà. C'est intéressant, Eva. Moi, franchement, ça me fait peur. Alors. Ça me fait vraiment peur parce que j'ai l'impression qu'on est épié, qu'on sait tout. On est épié, que la machine, voilà, la machine, même quand on dit que la machine nous devance nos envies, j'ai l'impression que la machine nous déshumanise aussi. Et moi, ça me fait très peur. Alors oui, je pense que c'est l'épineuse ou alors la problématique donc, de l'homme et de la machine, la cybernétique éventuellement. Mais je pense que tout est dans l'usage aujourd'hui donc, des technologies. Vous avez simplement donc, à être, je vais dire, des gens plus simples, d'être des gens plus sérieux. Parce que comme on dit aujourd'hui, le cyberespace, c'est la vraie vie, ce n'est plus du virtuel, c'est la vraie vie. Et donc, pour vous, ça a de l'avenir. Et franchement, moi j'aime, c'est vrai, hein, je partage la peur de Eva, mais je veux la protéger sur la peur. Mais aussi c'est le côté où ça peut sauver des vies. Ça peut vraiment nous aider. Tout à fait. Surtout concernant les personnes malades, tout ça. C'est ça le bon côté qu'il faut privilégier aussi. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie, c'est plus dans le besoin, dans l'utilité, la nécessité. Si c'est juste donc inventer pour inventer, ça n'a pas de sens. Et vous imaginez une messagerie avec laquelle vous pouvez discuter, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire « je ne me sens pas très bien, je peut-être une attaque, je cherche peut-être l'hôpital ». Vous demandez donc à Google, Google, comme la messagerie, comme elle l'a indiqué, est capable de vous préciser l'hôpital le plus proche ou alors avec le numéro d'un médecin, etc. Parce que c'est de l'interaction entre l'homme et la machine. Exactement, et ça va faire perdre, je pense, beaucoup d'emplois. Dans certains domaines, par exemple, on a ces numéros-là qu'on appelle et qui nous donnent des informations, notamment sur les numéros de téléphone. On appelle pour avoir le numéro de la RTI, par exemple, le numéro d'un hôtel, d'un hôpital, Marco. Le numéro d'un hôpital, par exemple. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui vont disparaître grâce ou à cause de ce genre d'applications qui répondent à la place de l'homme. Tout à fait. Mais alors, c'est-à-dire que ce que la technologie, elle devient, la technologie, donc comme elle innove, donc elle offre d'autres possibilités. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, dans le domaine des technologies, vous avez beaucoup de petites entreprises qui se créent, soit en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, etc. Mais parce que, évidemment, comme on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire que la technologie est devenue réellement un pôle de croissance et plus les années vont passer, plus ce pôle de croissance va se développer. Ça compense, tout à fait. Merci beaucoup, Lansina Ouattara. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau pour nous parler d'innovation. Et ce sera comme ça chaque semaine. Nous allons basculer maintenant vers un autre pan, mesdames et messieurs, de ce rendez-vous. Matin Bonheur avec la rédaction en chef qui a fait en sorte qu'on ait
tout au passage. Je précise que Lansina Ouattara est le rédacteur en chef adjoint de cette matinale qui est dirigée par Kadi Fadiga, réalisation Christelle Akoussa, toute une équipe à votre disposition qui veut vous informer, mais également vous faire rire. La preuve. Hey Lucas, comment tu vas? Oui. Mais attends, tu es venu plus tôt que prévu. Ça va? Oui. Ben, trouve-toi une chaise, je sais pas. Ah, voilà, prends ça. Il faut changer de choses, de sac, hein? Ça, c'est pas VIP, ça. C'est pas VIP. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je suis quand même content. Voilà. Alors, je parlais de cette capsule-là parce qu'on l'a déjà vu. Je disais, cette capsule, j'aurais beau la regarder 1000 fois, je vais rire et rigoler 1000 fois. Malheureusement, elle n'a pas envie que vous la voyez aujourd'hui parce que ça fait 2 fois qu'on a un petit problème technique avec cette vidéo. Mais c'est pas grave. Mais je promets de la réparer, enfin, pas moi. L'équipe à pied d'œuvre pour réparer le petit souci. Et puis, on vous la présentera sûrement demain. Alors, on espère que vous avez bien repris, parce que Eva, c'est pas évident de la reprise comme ça, le 2, après les fêtes. On dit souvent après la fête, la défaite. Alors, comment Eva appréhende la reprise? On se met en mode... Bon, on a repris depuis hier, donc c'était avec beaucoup de joie parce que Marco, je ne vous apprends rien, pardon. Je ne vous apprends rien, on attendait donc cette émission avec beaucoup d'impatience. On avait hâte de vous présenter le nouveau décor, le nouveau concept, les nouvelles couleurs, etc. Donc de nouveaux partenaires, oui, pour le meilleur et pour le matin. Et donc ces fêtes sont passées très vite et on a repris le travail avec... On a beaucoup de chance, hein. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de faire ce qu'ils aiment. Donc quand vous faites le métier que vous aimez, vous n'avez pas l'impression de travailler. C'est ce qui nous arrive quand on vient ici. On est très heureux d'être avec vous. Donc on n'a pas l'impression de bosser. À votre service. Et puis, oui, Marco. Je rappelle aussi qu'il faut avoir ce côté interaction. Envoyez-nous des photos de vous le matin. Tout ça nous intéresse parce que nous voulons montrer au monde entier le visage de la Côte d'Ivoire. Un pays fort, un pays jeune, un pays industrieux avec une population vraiment très active. Les réseaux sociaux également. Tout ça nous intéresse. Vraiment, on sera en connexion tout au long de ces rendez-vous. Allez. Donc, visitez nos pages sur les différents réseaux sociaux. Juste un like et ensuite vous pourrez interagir avec nous. Alors, sur Facebook, ce sera la page Matin Bonheur officielle. Et sur Twitter, ce sera RTI Matin Bonheur. Tout simplement. C'est inscrit. Voilà, ça devrait s'inscrire d'ailleurs. Oui, c'était là tout à l'heure. On va passer à présent à la thématique. Vous savez, dans la dernière partie de cette émission, nous avons un consultant qui vient pour nous parler d'un problème bien précis. Et là encore, vous avez l'occasion de réagir sur la page Facebook. Déjà, la question était affichée depuis hier. La thématique, ou du moins la problématique, était affichée depuis hier. Et avec notre expert en droit, Monsieur Koné Kiyoubien, il sera question de la situation juridique des enfants dits adultérins. On en parle juste après ce qui va suivre. Yopougon, quartier Ouassakara, Andrea, une jeune fille de 10 ans, en classe de CM1, mène sa vie comme une fille ordinaire de son âge. Andrea passe son temps à jouer avec ses amis dans le quartier. La famille d'Andrea n'est pas une famille comme les autres. En effet, Andrea vit uniquement avec sa maman parce que son papa mène une double vie. Jean-Marc, le papa d'Andrea, est marié légalement depuis plus de 10 ans, mais quelques années après son mariage, il a eu Andrea avec une autre femme. 2 ans après mon mariage, j'ai rencontré une jeune fille avec qui j'ai eu à avoir un enfant. Je m'appelle Andrea, je suis au CM1, j'ai 10 ans, je vis à Yopougon avec ma maman. Mon papa n'est pas ici. Étant donné son engagement vis-à-vis de son mariage, Jean-Marc ne peut pas être disponible pour son second domicile. Pour voir ma fille, je suis obligé de mentir à chaque fois à ma femme pour aller voir ma fille, pour aller passer un peu de temps avec elle. C'est vrai que je me remets en cause et je ne suis pas un modèle de père parce que je ne suis pas aussi présent. Mon papa n'est pas là, il est toujours au travail. Quand je l'appelle, il dit qu'il est occupé. Par conséquent, Andrea ne peut pas profiter de la présence régulière de son papa comme les autres enfants de son âge
qui sont toujours accompagnés par leurs parents pendant les moments les plus importants de leur vie, comme par exemple les accompagner à l'école. À l'école, quand je vois mes amis avec leur papa, je veux que mon papa m'accompagne, mais il n'a pas le temps. Pour les enfants que j'ai eus lors de mon mariage avec ma femme, et bon, je suis très souvent présent dans leur vie. C'est vrai que l'autre est un peu délaissé, mais je fais au moins tout mon effort pour qu'elle soit réellement épanouie. C'est la loi 64-377 du 7 août 1964 relative à la paternité et à la filiation, modifiée par la loi numéro 83-799 du 2 août 1983, qui règle la question de la filiation et de la paternité en Côte d'Ivoire. La reconnaissance de l'enfant adultéré par le père n'est valable, sauf en cas de jugement ou même de demande soit de divorce ou soit de séparation de corps, que du consentement de l'épouse, c'est-à-dire le consentement de l'épouse par rapport à la reconnaissance de cet enfant adultéré. Relativement au cas de la jeune fille de Yopougon, la reconnaissance a été faite par le père, mais le consentement de l'épouse du père n'a pas été donné pour cette reconnaissance. Donc, le monsieur en question gagnerait à obtenir le consentement de son épouse pour que sa fille puisse bénéficier des mêmes droits que ses frères et sœurs. Parce que cette filiation pourra à tout moment être contestée soit par l'épouse de son père ou soit par ses co-héritiers. Voilà, le débat est lancé. Vous le savez, depuis 1964, la situation des enfants dits adultérins s'invite au sein du débat. Pour nous en parler, pour nous éclairer, Maître Kiyobi est avec nous. Bonne année, Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonne année. Merci à vous également, mes vœux les meilleurs, de bonheur et de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Amen, amen. On vous retourne ses vœux. Alors, Maître, depuis 1964, c'est dans le débat. Qu'en est-il de leur situation exacte au jour d'aujourd'hui? Depuis 1964, comme il a été dit, la situation des enfants nés hors mariage, du fait du père, est prise en compte par la loi. Qu'est-ce que ça dit? L'homme marié qui entretient des relations en dehors de son foyer et qui finit par avoir un enfant. Cet enfant, comme l'a dit mon confrère qui est intervenu, sa reconnaissance ne peut être réelle, prise en compte par la loi, que du consentement de l'épouse. Il est vrai qu'il y a des exceptions, soit une procédure de divorce ou de séparation de corps. C'est-à-dire si le lien matrimonial lui-même est contesté déjà, le lien matrimonial a des soucis qui font que les époux se retrouvent devant le tribunal, en ce moment, le consentement de l'épouse n'est plus nécessaire. Mais s'il s'agit d'un foyer légalement constitué et qui ne souffre d'aucune contestation, qui ne souffre d'aucune pathologie, en ce moment, nécessairement, il faut le consentement de l'épouse pour que la reconnaissance soit légalement reconnue par la loi. D'accord, donc j'espère qu'on a tous bien compris. Pour qu'un homme qui a eu un enfant hors mariage, bon, le terme enfant adultéré me dérange un peu, mais bon, c'est le terme juridique, on n'a pas le choix. Pour qu'il puisse reconnaître l'enfant qu'il a fait en dehors du foyer, il faut que la femme soit informée et qu'elle donne son autorisation. Maître, ça c'est le cas de l'enfant du père. Ce qui y a de, je dirais pas drôle, c'est que pour ce qui concerne la mère, tout enfant né dans le mariage est considéré comme l'enfant du père. L'enfant né dans le mariage a pour père le mari de sa mère. D'accord. Sauf il y a des exceptions aussi prévues par la loi. Vous savez, les lois prévoient toujours des principes et très souvent des exceptions. Et lorsqu'il sera prouvé qu'au moment de la conception de l'enfant, selon des calculs bien déterminés entre le 180e jour et le 300e jour, et ainsi de suite, selon les détails, que l'époux était dans l'impossibilité de cohabiter avec la mère, en ce moment, on peut désavouer la paternité. Après test ADN? Ça fait partie des possibilités. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, de plus en plus, les personnes qui contestent la paternité d'un enfant y recourent. Alors, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Maître, quelle est la situation des enfants adultérés en général? Et puis, est-ce que la société ivoirienne n'est pas un peu discrète là-dessus? La discrétion, non. À partir du moment où une question est saisie par la loi et publiée, promulguée,
il n'y a plus de discrétion. Seulement, c'est la mise en œuvre de la loi qui pose souvent problème pour des questions de moralité, pour des questions de coutume, de nom, de notoriété. Absolument. Lorsque l'enfant est fait par une personne notoirement connue, une personne publique, cela devient un peu difficile. Mais toujours est-il que lorsque nous prenons des statistiques des procédures judiciaires, on ne peut pas dire que le taux est zéro. Non, il y a des contestations de paternité, il y a des annulations de filiation. Ce n'est pas les questions des procédures ne foisonnent pas comme dans d'autres matières, mais il y en a. Il y en a. Il y en a. Alors, le plus pénalisé dans cette histoire, bien évidemment, c'est l'enfant. Justement, c'est là le problème de cette loi. Le plus pénalisé, c'est l'enfant. Vous savez, comme je le disais à quelqu'un, cette loi date de 64. Ouais, ça date, hein. Cette loi date de 64. Et de 64 à aujourd'hui, n'était même pas né. Si, nous sommes en 2017, et c'est toujours la même loi qui réglemente cette question. Il faut un retour à l'étage? Nécessairement. Notre avis est que, un jour j'en parlais avec le bâtonnier de l'ordre des avocats, que je profite de l'occasion pour saluer, qu'il me disait il y a certaines lois que nous devons voir à l'aune de nos réalités actuelles. Et il y a certaines personnes, des autorités religieuses, qui ont proposé en son temps que ces lois puissent être modifiées. De plus en plus, dans le corps judiciaire, il y a des voix qui commencent à se lever, pas pour contester, mais pour dire qu'il y a une nécessité que cette loi soit revue. Et les arguments de ces personnes-là partent d'où? De quoi? Aujourd'hui, on sanctionne le comportement infidèle du père. D'accord. Et la sanction tombe, le père n'est aucunement inquiété. La seule personne qui est victime dans cette situation, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Mais dans la pratique, comment ça désavantage l'enfant? Mais la filiation de l'enfant sera annulée. Et à la place du père, on ne mettra pas de nom. Et là, avec tout ce que cela comporte comme, choc psychologique pour l'enfant. Mais de l'autre côté aussi, privilégier l'enfant, les épouses disent, mais finalement, c'est elles aussi qui subissent le choc de l'infidélité du père qui va jusqu'à avoir une preuve matérielle indélébile. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour ces épouses-là? Et si moi je devais faire une proposition, ça je le dis tout net, on ne va pas annuler la filiation. Seulement, on permettra au père de verser une pension alimentaire à l'enfant, même s'il ne peut pas le récupérer chez lui. Mais à l'inverse, à l'épouse qui est bafouée dans sa dignité de femme mariée, il lui faut des dommages-intérêts. La fidélité, le mariage, c'est un contrat. Et l'inexécution d'un contrat entraîne nécessairement des effets. Soit son annulation, l'épouse peut s'en servir comme un moyen en disant il y a cause d'adultère, comme le prévoit notre loi. En cas d'adultère, le mariage peut être demandé par l'épouse, par l'un des deux époux qui peut invoquer l'adultère pour demander le divorce. Soit, si l'épouse ne veut pas aller jusqu'à cette solution extrême, qu'elle décide de rester dans son foyer, naturellement, il faut qu'elle soit dédommagée. Parce que si la personne... Financièrement? Ah non, naturellement. Oui, naturellement. Si un mari a trouvé suffisant ses moyens pour pouvoir avoir d'autres enfants en dehors de ceux qu'il a à la maison, naturellement, il faut qu'il ait les moyens de pouvoir dédommager ceux à qui il cause du tort. Mais justement, maître, souvent aussi, il y a des femmes qui vont vers le compromis. Ah bon, le compromis? Oui, il y a des femmes aussi qui, ne pas que cela s'ébruite, font en sorte que cela se règle en famille. Et puis, de vous à nous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment aller en justice pour ces choses-là. Je ne sais pas si ça a évolué maintenant depuis 64, sinon on connaît un peu nos sociétés qui sont très regardantes, conservatrices sur certains aspects. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Effectivement, ce que vous dites est réel. Il y a plus de cas non dévoilés que de cas dévoilés. Absolument. Et pour les raisons de cohésion sociale, pour les raisons d'équilibre dans la famille, pour des raisons de sauvegarde du mariage, ces personnes-là vont vers le compromis. Tout cela est acceptable tant que ce compromis n'est pas fait au détriment de ce qu'on cherche à sauvegarder. Parce qu'il y a des moments aussi où ce compromis-là est fait et à la moindre incartade, au moindre problème, au plus petit problème, ça ressort. Je me suis tué, j'ai tenté, j'ai couvert tes infidélités et aujourd'hui, voilà ce que tu fais. C'est visible, c'est indélébile. C'est indélébile, justement, comme je l'ai dit, c'est indélébile. Donc, de plus en plus, il faut arrêter de pousser les gens à aller vers ce compromis-là qui n'est pas tout à fait forcément, qui ne recherche pas forcément cet équilibre-là qu'on veut,
Mais il faut pouvoir sanctionner ce comportement-là, mais sans privilégier une partie par rapport à l'autre. C'est pourquoi on verse une pension alimentaire à l'enfant, mais dans le même temps, il faut dédommager l'épouse, naturellement. Parce que cette épouse qui fait le compromis, pour le moment, elle fait le compromis, mais avec le temps. Et très souvent, puisque en général, les épouses sont plus âgées que les épouses, lorsque l'époux venait à disparaître, en ce moment, le compromis qu'on a accepté du vivant du père, ce compromis la vole en éclats. Quand arrive le partage de l'héritage, il y a autre problème. Justement. Et en ce moment, si ce n'est pas l'épouse qui a accepté le compromis qui pose problème, c'est les co-héritiers qui viennent remettre en cause la filiation de l'autre. Donc c'est pourquoi il faut trouver une solution légalement. Des fois, c'est un peu dans un endroit, il y a un dilemme. Hein. Protéger l'enfant ou protéger l'épouse? Protéger l'enfant, c'est nécessaire. C'est primordial. C'est primordial. Aujourd'hui, un enfant qui est rejeté, qui n'a pas de fil, qui connaît son père, qui subitement arrête toute relation avec lui, parce que la loi en a décidé autrement, une décision de justice en a décidé autrement à la requête d'une partie intéressée. Aujourd'hui, cet enfant reçoit un choc émotionnel. Et qui fabriquons-nous dans ces conditions? Un délinquant futur. Et comme je l'ai dit, chaque fois que l'occasion se présente, c'est présenté à moi, lorsqu'un enfant est rejeté par sa famille, il revient nécessairement dans cette famille, l'on ne sait par quel moyen. Et il faut éviter souvent de choquer un enfant, de le rejeter. Dans l'histoire, nous donne des éléments. Chaka Zulu, comment il est rentré dans sa famille. Adolf Hitler, comment il a réussi, lorsqu'il a réussi à se construire, qu'est-ce qu'il a fait? Donc tout le monde... Il y a une vraie incidence psychologique. Absolument, une incidence psychologique. Et cet enfant cherche à se battre. Et lorsqu'il finira de se battre, il deviendra quelqu'un. Il cherchera à rentrer dans sa famille, il cherchera à prendre une revanche sur la société, parce que cette loi, c'est la société. Il cherchera à prendre une revanche sur la société, et cette revanche, il la prend comment? Donc, tout en le protégeant, il faut aussi protéger cette épouse qui se bat contre vents et marées pour maintenir un foyer, souvent qui traverse des situations difficiles. Et lorsqu'elle réussit à équilibrer ce foyer-là, ce que le monsieur trouve comme récompense pour elle, c'est d'aller faire un enfant dehors, pour augmenter le nombre de ses héritiers, quelquefois pour un héritage parfois précaire, même s'il n'est pas précaire, mais toujours est-il que le nombre de personnes qui viendront pour se réclamer héritier va augmenter. L'épouse qui va voir ses enfants qui ont souffert à un moment donné, qui seront obligés de concéder une part de ce qu'ils ont pu avoir de leur papa à quelqu'un d'autre qui n'a pas été là au début. Bon, c'est la honte, le regard de l'entourage. Et finalement, cette épouse-là, il faut pouvoir la dédommager, c'est nécessaire. Très bien. Maître, on rappelle aux téléspectateurs que nous parlons aujourd'hui de la situation juridique des enfants adultérins, donc conçus hors mariage. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Est-ce qu'on peut obliger un homme marié à reconnaître un enfant qu'il aurait fait hors mariage? Donc, il est marié, il a une maîtresse qui tombe enceinte et il refuse de reconnaître l'enfant. Est-ce que la maîtresse peut le contraindre à reconnaître cet enfant? Le fait de ne pas déjà reconnaître une grossesse, c'est une infraction. D'accord. C'est une infraction. Et s'il conteste la paternité, naturellement, on ne peut pas l'obliger à reconnaître sans procédure. Absolument. Sans procédure judiciaire, je dirais. Et lorsque c'est ainsi, on demande un test d'ADN, s'il savait que c'est son enfant. Est-ce qu'il peut objecter son mariage, dire comme je suis marié, je ne peux pas reconnaître l'enfant? Ah non, non, ça ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Il le reconnaît, mais la reconnaissance a un risque. C'est une reconnaissance précaire. Absolument. Et l'autre qui a été... toute personne qui a intérêt à ce que cette reconnaissance soit annulée, viendra l'annuler. Mais il ne dira pas parce que je suis marié, je ne reconnais pas cet enfant. Non, non. Alors là, puisque les femmes maintenant connaissent leurs droits et savent qu'elles doivent être informées et accepter de reconnaître, il peut, s'il est vraiment malhonnête, en griffe, on dira, s'arranger avec sa femme qui dira bah, je refuse qu'il reconnaisse l'enfant et à ce moment-là, c'est pas possible qu'il le reconnaisse. Non, non, ce n'est pas comme ça que les choses se présentent. S'il fait l'enfant, si la personne avec laquelle il entretient un commerce adultérin arrive à tomber enceinte, en ce moment, il est obligé de reconnaître cet enfant. Obligé. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a des raisons réelles de douter de ce qu'il soit le père, en ce moment, il engage une procédure pour faire désavouer. Mais toujours est-il que s'il reconnaît cette grossesse, s'il reconnaît cet enfant qui naît, cette reconnaissance aussi se trouvera confronté au risque de l'annulation par le fait de toutes les parties intéressées. Pas l'épouse seulement, les co-héritiers, l'épouse. Ah, donc les co-héritiers peuvent... Bien sûr, mais pas du vivant du père. Pour être héritier, il faut attendre après le décès du père. Mais même la mère biologique peut
contester. Mais quand il y a le testament, ça règle tout ça? Non, le testament ne règle pas tout ça. Ah bon, pourquoi? Non, non, pas du tout. Le testament, il règle la situation des héritiers. Des héritiers légaux. Des héritiers, oui, légaux. Or, l'autre, tant qu'il n'est pas, sa filiation n'est pas annulée, il est aussi héritier. Mais lorsque cette filiation sera remise en cause, en ce moment, il cessera d'être. Il faut avoir la qualité d'abord avant d'être pris en compte. Ah, justement, ce sont des cas, non seulement il y a le droit là-dedans, il y a le côté psychologique aussi, et puis c'est le côté sociologique, tout ça. Oui, bien sûr. C'est pourquoi le droit de la famille n'est pas que juridique. D'accord. Le droit de la famille n'est pas que juridique. Il y a la sociologie, il y a la psychologie, il y a tout ce que vous voudrez. Il y a des moments où un droit est dicté au bénéfice de quelqu'un qui refuse de s'en prévaloir, pour simplement, comme l'a dit madame, pour la cohésion familiale. Parce qu'il y a des familles qu'il ne faudrait pas voir briser. Justement. Toutes les familles, naturellement. La famille, qui est reconnue sur le plan religieux comme la cellule la plus minuscule de la société, c'est la cellule de base de la société. Lorsque la famille commence à voler en éclats, c'est toute la société qui connaît les difficultés. C'est pourquoi le droit de la famille, souvent, il est réglé, on vit avec lui de façon très délicate. Alors, on a une question qui nous émane donc des téléspectateurs. Monsieur D, bon, qui veut rester dans l'anonymat, mais il a donné la lettre D. L'impact social, maître, est très, très prenant sur ces attitudes-là. Et moi, je suis dans une situation que je cache depuis bientôt 16 ans à mon épouse. Qu'en est-il de mon cas? Il a un enfant du terrain depuis 16 ans. Il est marié légalement. L'enfant a 16 ans aujourd'hui. L'enfant est en classe de première. Qu'est-ce que vous conseillez à ce monsieur? Bon, s'il cache la situation depuis 16 ans, mais un jour ou l'autre, la situation va apparaître au grand jour. Parfois, c'est aux funérailles, c'est lors des funérailles, lors des obsèques qu'on découvre ça. Et en ce moment, est-ce qu'il pense à la situation de son épouse psychologiquement et aux autres enfants lorsque cette situation va apparaître au grand jour? Parfois, je l'applique à une scène de film qui dit il est nécessaire parfois de dire la vérité. C'était une situation politique où il fallait choisir entre cacher la vérité ou dire la vérité. Le président de la République dit il est nécessaire de dire la vérité. Et la vérité vous affranchit, la vérité libère. Et en ce moment, c'est vrai que l'épouse va être choquée. Sur le coup. Sur le coup, mais il pourra trouver les moyens, les mots pour pouvoir la calmer avec le temps. Mais s'il cache la situation, qu'elle arrive à le découvrir de façon fortuite. Et encore, il faut... Vous savez, par le passé, il y a eu des situations dramatiques. Ces enfants qui ne se connaissent pas, il y a des hommes et des femmes. Ils peuvent se rencontrer dans des milieux et parfois, on risque de tomber sur des situations incestueuses. Exactement. Et donc, pour éviter tout cela, je crois que ce même monsieur gagnerait à dire la vérité. Même avec des nièces cachées. Il gagnerait à dire la vérité, effectivement, à cette épouse pour que la situation soit... Si elle peut être sauvée, soit sauvée, mais dans le cas contraire, bon, il assume. Parce qu'on ne va pas se cacher pendant tout le temps. 16 ans, c'est déjà beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Mais je pense que c'est... Il y a des hommes qui font, je dirais pas, je sais pas si je dois dire mieux ou pire, hein, parce que toute leur vie, il y a des héritiers, enfin, des enfants adultérins qui ont la trentaine, 40 ans, et comme disait Marco, c'est carrément aux obsèques du père que les frères et sœurs se découvrent. Mais c'est justement l'obstacle, c'est cette loi. Or, si cette loi avait laissé une possibilité de pouvoir garder la cohésion sociale, la cohésion familiale, tout en préservant les intérêts de part et d'autre, vous verrez que chacun serait... On ne dit pas que c'est une occasion pour demander aux hommes d'aller faire des enfants dehors. Ce n'est pas cela. Le mariage demeure toujours une union sacrée. Mais si vous commencez à faire des enfants dehors au motif que la loi nous permet maintenant de dédommager, alors là, dans ces conditions-là encore... Il y a un cas célèbre, un ancien président français du nom de François Mitterrand avec Mazarine Pinjot. C'est un cas d'école. Hein. Oui, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Hier, il y a eu un documentaire sur Planète, les présidents et les femmes. C'est en ce moment qu'on a eu l'occasion de voir que certains présidents ont eu effectivement pas mal d'enfants cachés qui n'ont jamais révélé. Mais lorsque l'enfant est révélé, vous voyez que c'est le scandale que ça fait. Le scandale que ça fait, parfois, ce n'est même pas nommable. Donc, je crois que dans ces conditions, à défaut de modifier cette loi, à défaut de supprimer cette loi, je ne parle même pas de suppression, ce n'est pas possible. Le mariage doit être protégé. Il faut la remodeler pour qu'en même temps qu'elle s'impose comme loi de la République et qu'elle doit être acceptée, la violation sanctionnée,
mais seulement prévoir des possibilités de cohésion sociale. Mais aujourd'hui, quand on regarde la loi telle qu'elle est, lorsque l'épouse annule la filiation, qu'est-ce que cela donne? Rien d'autre. La filiation est annulée. C'est vrai. Mais est-ce que le mariage, pour autant, est comme par le passé? Avant. Non, il y a toujours un choc. Est-ce que vous pensez que le fait de dédommager la femme, justement, est-ce que ça va rabibocher les époux? Est-ce que finalement, enfin, la consoler, oui, sur le moment, est-ce que finalement, le dédommagement que vous préconisez, est-ce que c'est véritablement une solution? Mais aujourd'hui, elle n'est même pas dédommagée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle récolte lorsqu'elle annule la filiation? Je pense une petite satisfaction personnelle. Oh, une satisfaction personnelle. Mais tu es que l'enfant demeure. Est-ce qu'elle va couper les liens biologiques? L'enfant demeure. Et toujours le regard de la société demeure. On la regarde toujours comme cette femme qui a été trompée, dont le mari a un enfant dehors. Mais cette femme, il faut la dédommager. Ça s'impose. Et en second lieu, cet enfant dont on rompt le cordon ombilical, cet enfant aussi demeure un enfant dehors, un enfant de la société, peut-être un enfant de la rue à la limite. Lorsque la mère a des moyens, ça va. Mais lorsqu'elle n'a pas de moyens. Regardez bien souvent les enfants de la rue, il y en a qui sont de papas aisés, mais dont on a annulé la filiation. Cette petite fille dont on nous a parlé tout à l'heure, elle est différente des autres. Lorsqu'on dit la journée internationale de l'enfant, quel enfant fait-on? L'enfant légitime? L'enfant naturel? L'enfant adultéré? Est-ce que l'enfant a choisi de naître de parents non mariés? Est-ce que l'enfant a choisi d'avoir un papa marié et d'une mère non mariée? L'enfant n'a pas choisi. Donc finalement, je trouve que cette loi, c'est vrai, elle sanctionne une situation. Mais le plus grand perdant, c'est l'enfant. Le père n'est pas inquiété, la mère n'est pas inquiétée, l'épouse est choquée et l'enfant est sanctionné. Et si le père n'a pas les moyens de dédommager l'épouse, qu'est-ce qu'il fait? Il va en prison parce que bien souvent, le père lui-même, il n'a pas suffisamment de moyens. Il a peut-être 4 ou 5 enfants à la maison. Il en fait 2 ou 3 dehors. S'il n'a pas les moyens de... Enfin, je ne sais pas à quelle hauteur l'amende se situera, mais si le père en question n'a pas les moyens de dédommager son épouse, ce sera quoi pour lui comme sanction? La sanction ne tient pas contre la fortune. Lorsque vous posez un acte contraire à vos obligations, il y a une sanction. Et si ça veut que la sanction est sur la fortune, on ne tient pas compte de la fortune de celui qu'on sanctionne. Mais toujours est-il que s'il n'a pas les moyens, est-ce que le fait qu'il n'ait pas les moyens suffit pour calmer la douleur de l'épouse? Non. S'il n'a pas les moyens, est-ce que c'est le manque de moyens l'a empêché d'aller faire cet enfant dehors? Mais là, vous parlez de peine de prison. Vous voulez sauvegarder une famille, garder une cohésion familiale, et puis vous mettez l'un des membres en prison. Est-ce que finalement ça règle le problème? Puisqu'on va imposer un certain montant de dommages et intérêts qu'il ne peut pas payer. Et finalement, la situation reste comme ça parce qu'il a l'enfant qu'il a fait au foyer, il n'a pas dédommagé l'enfant. Ce n'est qu'une proposition. D'accord. La réflexion est ouverte. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, celui qui subit le plus le coup, c'est l'enfant. Et aujourd'hui, c'est pouvoir protéger cet enfant en faisant des solutions palliatives. Lorsqu'on dit qu'il faut que cet enfant demeure l'enfant du père et qu'il puisse avoir une pension alimentaire, nécessairement on demandera, mais et l'épouse, qu'est-ce qu'elle a elle? Donc c'est pourquoi je propose que l'épouse aussi puisse avoir cette satisfaction matérielle, qui ne met pas fin à sa peine, mais au moins qui la soulage. Merci beaucoup, monsieur. La réflexion reste ouverte, ça c'est ma proposition. Et parce que vous pouvez continuer chez vous, hein, et au niveau de la mutuelle, la grande famille judiciaire, tous les jours on en débat. Absolument. C'est passionnant en plus comme sujet, c'est un sujet qui est tellement actuel. C'est une plateforme qui est ouverte, qui peut donner des solutions à pas mal de problèmes. Et au niveau, actuellement aussi avec le bâtonnier actuel, le barreau a des formations continues sur ces questions. Merci beaucoup, maître Koneki. Merci beaucoup. On était très heureux. On va revenir rapidement. Non, là c'est fini, c'est fini. On n'a plus le temps. Au revoir. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve toujours avec le même plaisir demain. Ciao, ciao.